Il suffit d'être dans le mauvais côté du cycle pour finalement détruire de la performance. Ce dynamisme des SCPI les rend beaucoup plus difficiles à évaluer que les fonds de private equity. Parfois, quelques confrères qui y vont un peu au doigt mouillé. Il donnerait à l'esprit d'aucun conseil en gestion de patrimoine de conseiller de rentrer dans une SCPI pour ressortir dans 5 ans. Structurez-vous avant de développer et de déployer votre patrimoine. Bienvenue dans MNK Talk, une série de vidéos où on renverse les codes. On accueille un conseiller en gestion de patrimoine pour discuter, échanger, pas d'interview, pas de langue de bois, juste de la vision et de la conviction. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Stéphane Moller. Bonjour Stéphane. Bonjour François. Alors Stéphane, tu es président fondateur de Private Equity Valley, société de gestion de patrimoine, mais aussi d'investissement à destination des chefs d'entreprise en France et des expatriés à l'international. Donc avec des bureaux, si je ne me trompe pas, Shanghai, Singapour, Hong Kong, Bangkok. C'est ça, exactement. Ouais, et peut-être Dubaï bientôt. Ah bah génial, on va en parler. Donc Stéphane, petite question avant de commencer l'émission. Alors j'ai cru comprendre que tu as fait de la radio, peut-être un peu de télé. Comment on passe de radio, télé, chef d'entreprise, conseiller en gestion de patrimoine pour des expats, principalement en Asie? Alors en fait, l'ordre, c'est d'abord chef d'entreprise. J'ai vendu ma boîte il y a 15 ans et finalement, je me suis associé il y a 15 ans avec mon conseiller en gestion de patrimoine. J'ai trouvé qu'il faisait un chouette métier et qu'il m'avait bien conseillé et c'est lui qui m'a appris le boulot il y a une quinzaine d'années. Globalement, tu vends ta boîte. Je vends ma boîte, je confie mes sous en gestion à un CGP, et je trouve son job passionnant et finalement, je deviens conseiller en gestion de patrimoine moi-même. Génial. C'est ça l'histoire. On s'est séparés il y a presque 10 ans maintenant. On est restés très copains, mais on s'est séparés. Et tu as continué le métier. Ouais, et j'ai continué le métier. En fait, moi, j'avais envie de faire deux choses à l'époque. Créer une société de gestion, même chose que toi, ce qu'on a fait en 2018 et on l'a revendu il y a 2 ans. Très bien. Et puis, aller ouvrir des bureaux à l'étranger, à l'international. Donc, j'ai commencé avec Singapour, qui est clairement notre flagship aujourd'hui, en 2018. Et puis ont suivi Hong Kong, Shanghai et Bangkok. Et alors comment s'immisce la radio là-dedans et la télé? En fait, cette envie de transmettre, de partager le savoir qu'on pouvait avoir développé en matière de gestion de patrimoine. Donc ça a été pendant plusieurs années, 4 ans, 5 ans, des chroniques de 3 minutes tous les jours sur Sud Radio, sur la gestion de patrimoine. D'accord. Un concept par jour, 3 minutes. Et puis des émissions plus longues sur BFM Business, une émission qui s'appelait Parlons Crypto, où une fois par semaine, on invitait un porteur de projet dans l'univers de la crypto et il nous expliquait comment il utilisait la blockchain. Passionnant aussi. Très avant-gardiste et très large. Alors, Stéphane, dans l'émission MNK Talk, il y a une habitude, on a des sujets à tirer au sort, histoire d'animer un peu cet échange aujourd'hui. Je rappelle que c'est des sujets qui concernent la gestion de patrimoine, qui concernent notre activité en général, pas que immobilière. Donc je vais t'inviter à tirer un sujet. C'est comme dans les bonbons surprises chinois, tu sais, tu casses ton cookie et tu trouves « Oh, Private Equity versus SCPI ». Ah, pas mal. Pas mal de choses à dire là-dessus. Alors, Private Equity versus SCPI, ou peut-être SCPI versus Private Equity. Est-ce que c'est des choses qui se confrontent, qui se complémentent? Est-ce que finalement la SCPI a des traits communs avec le Private Equity, ou vice-versa? Alors, je pense que ça se complète assez bien, et je pense qu'il y a beaucoup de traits communs entre les deux. Le trait commun, c'est d'abord le fait que c'est pas coté. On est dans un univers de fonds privés non cotés. Le trait commun, c'est probablement une certaine forme d'illiquidité, en tout cas de liquidité immédiate. Quand on achète, on en a un peu plus dans la SCPI. On en a plus dans la SCPI. Mais une possible illiquidité qu'on n'a jamais sur les marchés cotés, avec une opposition qui est intéressante, c'est-à-dire qu'en règle générale, le private equity va plutôt être un outil de capitalisation, alors que la SCPI est un outil de distribution. Donc, probablement une certaine forme de complémentarité aussi. Oui, mais la SCPI aujourd'hui est un outil dans lequel on peut capitaliser le dividende. Donc finalement, ça s'attribue à un fonds de value, in fine, on transforme le rendement en value. Est-ce que le private equity peut, lui,
être utilisés aussi, et je parle des fonds de private equity en général, être utilisés comme des fonds finalement de générateurs de rendement. Oui, mais ça ne fonctionne pas de la même façon. En fait, la SCPI est extrêmement pratique pour faire du rendement et de la capitalisation parce qu'en fait, chaque mois ou chaque trimestre, selon les SCPI, elle va distribuer un revenu. Et à n'importe quel moment, j'ai le choix entre prendre le revenu pour vivre avec et donc en faire un complément de revenu ou réinvestir ce revenu dans des nouvelles parts de SCPI et donc de bénéficier de cet effet d'intérêt composé qui d'ailleurs était extrêmement efficace avec la SCPI. Donc j'ai cette souplesse, en fait, à n'importe quel moment de la vie de la SCPI, de conserver le revenu ou de le réinvestir. En matière de private equity, c'est un peu différent. D'abord, on est sur des horizons de temps qui sont beaucoup plus longs. Et l'idée, dans ce cas-là, il serait à chaque fois qu'un fonds me remonte du capital, de réinvestir la part de capital et de vivre avec la plus-value. Donc je peux, sur des périodes très longues en private equity, avoir un revenu, avoir une rente, mais il va falloir probablement 7 ans, 8 ans avant de pouvoir bénéficier le premier capital. Finalement. Exactement, des revenus récurrents. Alors que je peux, à n'importe quel moment, à partir du premier jour, le faire en SCPI. Est-ce qu'on peut aborder, est-ce que cette logique de DCA qu'on trouve de plus en plus dans les SCPI, est-ce que c'est une logique qui peut exister dans le private equity ou c'est je rentre, j'attends, je renouvelle, je roll. La durée de vie, la structure d'un fonds de private equity aujourd'hui impose de faire du DCA. Parce qu'en fait, un fonds de private equity classique, il a une durée de vie de 5 ans. Pendant lesquels il va appeler des fonds, et de 5 ans de plus pendant lesquels il va distribuer. Donc en fait, la durée de vie est de 10 ans. Donc si j'ai un commitment de 100 000 €, pendant les 5 premières années, je vais abonder à peu près 20 000 € par an au capital du fonds. Finalement, c'est une forme de DCA. Je vais avoir 5 points d'entrée différents qui vont tous être à un moment où le dollar est plus haut, le dollar est plus bas, l'économie est plus favorable, l'économie est moins favorable. Et c'est cette cyclicité, ces 5 points d'entrée, qui font que les millésimes d'un fonds de private equity, un peu comme du champagne, vont se ressembler les uns les autres. On s'écarte de la cyclicité des marchés. Et on va retrouver cette même cyclicité au moment de la sortie, des 5 ans de sortie du fonds. Là aussi, on va sortir dans des périodes favorables, on va sortir dans des périodes défavorables. Et c'est ce qui fait que, encore une fois, un millésime après l'autre, on devrait pouvoir trouver le même type de rendement. Ça, c'est la particularité du private equity. Et c'est une première façon de répondre à ta question sur le DCA. Il y en a une deuxième. Si je veux capitaliser au mieux, bénéficier au mieux du rendement du private equity, il faut que j'empile les fonds les uns derrière les autres. On l'a dit, un fonds a une durée de vie de 10 ans. Mais au bout de 5 ans, je commence à ressortir avec mon argent. Donc je peux choisir, dès la 5e année, de reprendre un millésime de private equity et d'y réinvestir le capital que je vais sortir de mon premier millésime. Et dans ce cas-là, je vais en fait pouvoir soit capitaliser, c'est un peu technique, mais si je fais en année 1 un premier millésime à 100 000, je sais que je vais sortir 170 000 de ce millésime, c'est-à-dire si la performance future est équivalente à la performance passée. Je peux choisir dès la 5e année de réinvestir. Soit je réinvestis les mêmes 100 000. Et dans ce cas-là, les 70 000 de plus, je vais m'en servir pour vivre. Et donc là, j'ai une très bonne... alors non pas rente, faire attention à ce qu'on dit. J'ai un très bon revenu régulier, un revenu complémentaire. Soit, et dans ce cas-là, j'utilise le private equity pour avoir un revenu complémentaire. Soit je choisis au début de la 5e année de me réinvestir pour 150 000 €, c'est-à-dire de réinvestir mon capital et la plus-value que j'espère sortir de mon premier investissement. Et dans ce cas-là, j'ai une courbe de croissance qui fait que je peux investir 100 000 en année 1, 150 en année 5, 250 en année 10, 450 en année 15, et là j'attrape la courbe de progression qui est propre au private equity et qui va me permettre d'avoir un effet multiplicateur très fort sur mon capital en 10 ou 20 ans. C'est ce qu'utilisent les grandes familles, les fonds de pension, etc., etc. Mais dans ce cas-là, il est très important d'être capable à tout moment de juger de la répétabilité de cette performance. Donc ça dépend du gérant, finalement. Ou de ça dépend des équipes de gérants. Des cycles de marché aussi. Alors, a priori,
moins, parce que comme on a ces 5 points d'entrée et ces 5 points de sortie, normalement, on a 1 voire 2 cycles de marché de façon systématique sur un fonds de private equity. Et sur des fonds plutôt thématiques, des fonds globaux, il y a de l'immobilier dans le private equity. Alors, on en fait chez Amenka, mais est-ce que toi, Alors, on met l'immobilier un tout petit peu à part. En fait, on va avoir plusieurs thématiques en private asset, pas forcément en private equity. Okay. On va avoir de l'equity, bien sûr. On va avoir des fonds de dette. Okay. On va avoir des fonds d'infrastructure qui ressemblent d'ailleurs un peu dans leur façon de fonctionner à de l'immobilier, un peu beaucoup. Hein. L'immobilier, d'ailleurs, est une forme de fonds d'infrastructure, en fait. Hein. Il y a plein de points communs. La frontière est assez fine, effectivement, quand on parle, par exemple, d'hôpital, qui peut être considéré comme de l'infra, mais qui est aussi considéré comme l'immobilier. Et là, effectivement, on a cette logique de récurrence. Hein. C'est ce qui est intéressant dans l'immobilier, c'est ce qu'on voit, c'est la logique de récurrence du loyer qui, lui, peut être capitalisé. Exactement. Et puis, on a des fonds qui sont complètement décorrélés des marchés, qui sont assez rigolos. On peut avoir des fonds de litigation finance, tu sais, ces fonds qui financent les procès. Donc ça, c'est très intéressant, c'est très régulier en matière de performance. On peut avoir des fonds de royalties, c'est-à-dire tu achètes des droits de cinéma, de musique, de brevets, etc. Donc ça aussi, c'est des revenus très récurrents, très décorrélés des marchés. Donc en fait, tout l'univers des private assets, c'est passionnant parce que ça couvre tout l'univers de la vie réelle, en fait. Et évidemment, et on va y venir, l'immobilier en fait partie. Et on l'utilise aussi énormément pour la performance en termes de rendement, pour la régularité du rendement. Et puis, c'est en théorie un très bon hedge contre l'inflation. Parce que normalement, comme mes loyers, et surtout en matière commerciale, d'immobilier commercial, sont indexés sur l'inflation, normalement, mon rendement doit augmenter, ce qui doit mécaniquement tirer vers le haut la valeur de mes actifs. Alors, de temps en temps, le marché de l'immobilier est en panne. Il est très sujet à la hausse de taux. Finalement, c'est un peu comme une obligation perpétuelle, l'immobilier. Donc, c'est très sujet à la hausse des taux. Mais quand on est dans des périodes de taux stables ou, comme en ce moment, depuis 2-3 ans, de baisse de taux, probablement un très bon moment pour aller faire de l'immobilier. Oui, complètement. Après, l'augmentation des loyers dans le temps, c'est un très bon, c'est un rempart hein, finalement contre l'inflation, parce qu'on absorbe cette inflation. Mais ça dépend aussi du moment du cycle. Donc, on est sur il faut garder les fondamentaux. Je pense qu'en private equity, c'est la même chose. Il faut garder les fondamentaux dans l'immobilier, qui sont avant tout qui paye mon loyer. Donc lui, et c'est là aussi où on rejoint un peu dans notre métier de gérant, on rejoint un peu les méthodes qu'ont les private equity, c'est de sélectionner avant tout et beaucoup d'analyses sur le locataire, donc son business model. Donc on intervient, on a une casquette. C'est quelque part, on va acheter ce covenant, hein, on va acheter la marque de ce locataire, parce que, in fine, c'est lui qui génère cette récurrence dont tu parlais. Ça, c'est un point qui est important. Après, dans le private equity immobilier, qui s'éloigne de la SCPI, hein, parce que là, on est quand même private equity versus SCPI ou vice-versa, mais le private equity immobilier, finalement, le trait commun qu'on trouve, que ce soit dans private equity société, un titre non coté, immobilier, SCPI, tu as parlé des fonds de royalties, etc., c'est la discipline de gestion. Et c'est ça, finalement, qui est créatrice de valeur aujourd'hui. Le cycle joue énormément, mais un cycle, il y a le point bas, le point haut, il suffit d'être dans le mauvais côté du cycle pour finalement détruire de la performance, et on le voit avec toutes les volatilités qu'il y a aujourd'hui sur les marchés. Alors, en fait, le point de différence, il est là. C'est-à-dire que mon fonds de private equity, il est finalement, par définition, pas coté. Donc, si j'ai une baisse de cycle ou une hausse de cycle, moi, l'investisseur, je ne le verrai pas ou je le verrai moins bien. Il y a un moment où il va y avoir des phénomènes d'accélération dans la revalorisation de mes parts ou d'accentuation de ma courbe en J, qui est très caractéristique du private equity. Mais au total, je suis moins sujet à ces variations de cycle. Ce qui est très impressionnant dans la SCPI, c'est que si je me suis trompé d'acteur, je vais avoir une exposition très forte à ces variations de cycle qui peut être extrêmement désagréable. Et ce qui est très intéressant, c'est d'avoir des acteurs qui font leur sélection de produits. Alors, le locataire est absolument central,
Mais pas que, parce que le locataire va générer cette récurrence de revenus, mais en fait, tu ne fais pas que déplacer ton risque sur le locataire. Le choix de l'investissement est quelque part avoir ce courage de faire des investissements qui sont contracycliques dans des zones qui sont des zones un peu délaissées, avec un espoir de revalorisation du capital est tout aussi important que le rendement. Mais ça, tu sais ça beaucoup mieux que moi. Tu as complètement raison, il y a le locataire, mais aussi la localisation. Parce qu'un locataire qui est là aujourd'hui, il peut aussi partir. Et donc, si ma localisation ne me permet pas une profondeur pour trouver un autre locataire, plus ou moins équivalent, à remettre dans l'actif, là, on va avoir une vacance de loyer, et donc qui peut impacter la performance complètement. Après, on rentre un peu plus dans l'aspect stratégique du pilotage d'une SCPI, qui finalement est une succession de stratégies qu'on peut assimiler à du private equity dans un même fonds. Sur les fonds, que ce soit les fonds de private equity immobilier ou les fonds de private equity non immobilier, un fonds, c'est 7, 8, 9, 10 ans de durée de vie. Donc globalement, tu prends ta position ou ton risque sur un, après tu renouvelles pas. La SCPI, c'est qu'en tant que gérant, je suis dans cette logique de récurrence. C'est comme si tous les 3-4 ans, j'ai un nouveau fonds que je dois rôler, arbitrer. Il y a pas trop d'arbitrage aujourd'hui sur les portefeuilles SCPI, mais c'est une nécessité parce que le cycle change. Et tu parlais de contre-cycle. Nous, on a vécu chez Amenka un super contre-cycle en juillet 2020, où à l'époque du confinement, où on a décidé de commencer à investir dans des murs d'hôtel à un moment où personne n'en voulait. Aujourd'hui, c'est des performances latentes qui sont extraordinaires. Donc derrière, c'est le contre-cycle qu'il faut aller chercher, et je le dirai jamais assez, même si ça peut faire rigoler certains, c'est que les cycles immobiliers sont de plus en plus courts, de plus en plus amples. Il y a de la vol. Alors, elle est latente, par rapport à ce qu'on peut voir sur un marché coté. Je pense que le PE est un peu plus latent aussi que l'immobilier, mais on a de la vol aujourd'hui. Donc, on ne peut pas se comporter juste comme un buy and hold très passif, qu'on a pu voir pendant les 30 dernières années. Et donc, ça nous amène à une logique de gestion en private equity. Le risque, est-ce que c'est le bon moment ? Quel est mon multiple de sortie? Comment je vais me positionner par rapport à un actif? Notre métier, c'est de lister un maximum de fonds, d'en identifier une dizaine ou une quinzaine qu'on aime bien et d'expliquer pourquoi on les aime bien. Mais surtout, de leur donner une note. Je parle de la CPI, là. Ouais, mais du private equity aussi. D'accord. Et ce qui est absolument passionnant, ce qui nous a sidérés, c'est qu'on a extrêmement facilement identifié les 20 KPI qui permettent de scorer un fonds de private equity, et qu'on trouve que notre méthodologie de scoring est fiable. Il est infiniment plus difficile de scorer des SCPI, et la raison est la suivante. Le private equity, tu juges sur un bilan, c'est-à-dire sur une image fixe à un moment donné. Et une fois que tu es rentré dans le fond, bon ou mauvais, malheureusement, il faut rester dedans. D'où l'importance absolue de scorer ton fonds correctement. La SCPI, elle est dynamique, c'est un fonds ouvert, à la différence du fonds de private equity qui est souvent fermé. Et donc, rentre toute une série de KPI différentes qui sont des KPI dynamiques. Comment évolue la collecte? Comment évolue le ratio collecte-rachat? Comment évolue le taux d'occupation financière? En fait, ce dynamisme des SCPI les rend beaucoup plus difficiles à évaluer que les fonds de private equity. Ce que tu veux dire, c'est que la décision d'un instant sur une SCPI n'est pas forcément la décision de tous les instants. Non. On rejoint un peu les actions cotées, quelque part, dans la logique de perception de l'action, non? In between. En fait, ce qui fait la similitude entre les deux, c'est l'énorme écart de performance entre les gérants. C'est-à-dire que les mauvais gérants de private equity, ils vont faire 0, ils vont prendre le capital. De toute façon, s'ils ne rendent pas le capital, ils ne feront pas un deuxième millésime. Et les très bons du premier quartile ou de la première ligue, ils vont faire 20% de TRI par an. Donc en fait, le choix de l'acteur est absolument primordial en private equity. En SCPI, il y a aussi des écarts de performance qui sont fous. Tu as des SCPI qui font 0 ou 2% et qui ont perdu du capital de façon dramatique et qui ne le recouvriront jamais. Et à l'inverse, tu as des SCPI qui font 10, 12, 13% de performance par an avec une réappréciation du capital qui fait que sur 10 ans, tu as des écarts de performance qui sont monstrueux. La seule différence, c'est que la SCPI, tu peux, et moi ce que j'appelle ça semi-liquide, tu peux rentrer et sortir.
pas tous les 15 jours, tu as cette décote à la sortie quand même. Oui, donc il faut l'avoir porté un moment. Mais au moins, tu as cette possibilité d'arbitrage. Et moi, je pense aussi que dans les SCPI, la sélection du gérant est primordiale. Elle est complètement primordiale. C'est pas juste les volumes de collecte, de dire, ah bah tiens, lui, il a collecté, donc il est performant. Tu parlais dans le private equity qu'un gérant qui rend pas le capital, il fait pas un deuxième millésime. Bah, on voit bien, dans tous les cas, dans les gérants de SCPI, dès lors qu'on n'est pas aux promesses ou qu'on n'est pas dans la perf attendue par le marché, bah, on a des marchés secondaires qui deviennent très tendu, bloqués, très tendus, avec des problèmes de liquidité. Donc la sélection du gérant, pour moi, elle est fondamentale. Finalement, comment se crée la performance? Elle se crée non pas par ce que j'achète, mais par le momentum de l'achat. Nous, on le voit aujourd'hui. Acheter, par exemple, au Royaume-Uni, à un moment quand le marché a fait moins 40%, est vachement plus performant que se dire, j'ai acheté le Royaume-Uni, mais une fois que la courbe a bien évolué. Donc le momentum, lui, est quelque chose qu'on peut quantifier. Nous, on le fait via des modèles de data et on quantifie. Mais avant tout, pour moi, c'est une décision d'être humain, donc d'expertise, qui va prendre un risque. Et l'avantage d'un fonds, et c'est peut-être là où les fonds de private equity et les SCPI se retrouvent, c'est qu'il y a une diversification à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un single asset dans lequel on a concentré tout le risque. Donc effectivement, on peut avoir des immeubles qui performent moins que d'autres qui performent un peu plus. Donc on est quand même dans la logique du panier qui permet, à mon sens, de créer de la perf, mais avant tout, il faut qu'il y ait une réelle équipe qui a les outils, qui a la technique. Je pense que le private equity est plus évolué, je parle du métier, est plus évolué que la SCPI dans ce sens-là. Je veux dire, les acteurs aujourd'hui dans le monde du private equity, ils sont outillés, sont équipés pour analyser les différents secteurs, analyser les performances des entreprises, je parlais des bilans, là où aujourd'hui dans l'immobilier, on est quand même dans les balbutiements, dans la SCPI, on est les balbutiements de la gestion, parce que derrière, il n'y a pas d'outils. On y va un peu, parfois, quelques confrères qui y vont un peu au doigt mouillé, ce qui est normal, parce que l'immobilier a toujours été considéré comme un actif lent, un actif long, mais qui devient de plus en plus actif et performant. En fait, c'est un actif qui a de l'inertie. L'inertie ou de la latence? Peut-être les deux. Mais ce qui est intéressant, c'est que en private equity, ton cycle d'investissement est très court. Un fonds, il va rentrer dans une entreprise, 5 ans plus tard, il veut être sorti. Donc, il a 5 ans pour lui donner un maximum de valeur, un maximum de performance et lui permettre de décoller. Et à la fin, coûte que coûte, il faut qu'il ait vendu et qu'il ait fait 3 fois, 4 fois ou quelques fois des multiples supérieurs à ça, de sorte qu'il puisse rendre 2 fois la mise à son investisseur. C'est à peu près ça l'idée. Le reste part en frais et en coûts, etc. L'immobilier a des cycles qui sont plus lents que ça. Et d'ailleurs, des durées de détention recommandées qui sont aussi assez longues. Il viendrait à l'esprit d'aucun conseil en gestion de patrimoine de conseiller de rentrer dans une SCPI pour ressortir dans 5 ans. Et c'est toute la difficulté d'ailleurs, c'est d'apprécier ou d'être capable d'apprécier toujours la même chose, la répétabilité de la performance. Donc quand on recommande à un de nos clients de rentrer chez MNK, c'est que nous, on a étudié vos modèles de gestion et on en a passé des heures à les regarder, on en a eu des discussions ensemble et que vous avez, par exemple, su nous convaincre de cette capacité d'analyse que tu évoquais tout à l'heure, rentrer à contre-cycle, aller chercher de l'immobilier qui est momentanément décoté. Et puis ce qu'on aime beaucoup aussi, c'est que vous n'achetez pas après avoir levé les fonds, ce qui vous amènerait à lever 100 millions par an, 200 millions par an et de finir par acheter n'importe quoi. On sent bien que la collecte est plutôt en corrélation avec l'immobilier que vous avez envie d'acheter. Et il faut absolument que ça reste comme ça, parce que c'est ce qui fait votre valeur infinie. Chaque fois que vous rentrez un produit, c'est une pépite. Derrière, on espère que ça s'apprécie. Et ça, c'est exactement le même fonctionnement qu'un fonds de private equity, qui finalement ne va appeler ses LP, ses investisseurs, que quand il a une cible et qui va la rentrer en portefeuille. Il fait un bridge de financement très court, le temps que les investisseurs mettent l'argent dans le fonds, mais il ne lève que quand il a identifié l'entreprise. Complètement. Alors, effectivement, nous, on a cette logique de private equity qui est intégrée dans nos modèles de gestion. C'est pour ça que je parlais de discipline
tout à l'heure, parce que MNK a commencé sur des fonds de private equity immobilier. Oui. Et moi, je veux juste nuancer un tout petit peu le propos par rapport à la lenteur du cycle. Moi, je pense que les véhicules immobiliers, donc les fonds immobiliers, quel que soit leur format, c'est le véhicule qui crée le ralentissement du cycle. Par contre, en tant que gérant, moi, je vois aujourd'hui des cycles qui durent 2 ans, qui durent 3 ans. Parler du cycle hôtelier, 2020, 2022, en 2 ans, c'est un TRI potentiel, si on prend le plus bas de la courbe et le plus haut de la courbe, c'est un TRI potentiel à 40-50%. Donc on voit bien aujourd'hui que les cycles sont rapides. Par contre, le fait de le mettre dans un fonds immobilier ralentit ou crée cette espèce d'amortisseur de je ne me prends pas la hausse, la baisse, je ne me prends pas la hausse, la baisse. Et c'est là aussi où on rejoint cette logique dont tu parlais tout à l'heure de private equity qui dit ok, je vois le cycle, il est à l'intérieur, mais le véhicule, lui, reste comme il faut. Et ça, si on n'a pas des outils, ça, on ne le voit pas. Et donc, c'est comme si tu es dans l'océan et tu te fais prendre par la vague, à la hausse, à la baisse, tu te fais prendre par la vague jusqu'à se dire un beau jour, j'arriverai quelque part. Et donc, la logique d'arbitrage dont je parlais est encore plus forte, parce que créer de la perf, finalement, c'est quoi? Pas juste afficher des chiffres, c'est il faut que l'investisseur, le dernier jour, ou le jour où il retire son investissement, ce qui rentre dans sa poche soit plus ou moins équivalent à ce qu'il a mis, plus quelque chose qui est équivalent à ce qu'on appellerait un multiple. Et donc, pour créer de la performance, il faut aussi que ce soit la SCPI, que ce soit les fonds de private equity immobilier, puissent aussi arbitrer. Parce que si je vends à l'achat, tout le monde se positionne en mode, c'est un peu le cas d'aujourd'hui, en disant un super momentum à l'achat, nous on a un avis plus ou moins différent, mais ok, super momentum à l'achat, mais il faut aussi qu'il y ait un super momentum à la vente, parce que sinon, il n'y a pas de perf. Et donc, c'est dans cette logique où je trouve aussi qu'on rejoint la logique d'un private equity, et c'est avant tout une discipline de gestion. Quel que soit le véhicule, quel que soit finalement le sous-jacent, ça reste un métier de gérant, et c'est ce qu'on a voulu avec MNK apporter au marché. Tu imagines, toi, demain, et comment tu le gères dans ces cas-là, que si le marché repartait incroyablement fort à la hausse et que tu le sentais basculer pour de nouveau partir à la baisse, c'est-à-dire avec des taux extrêmement élevés et qui pourraient, ou des taux très faibles qui pourraient remonter, ou un marché sur le point de basculer, recréer de la liquidité, vendre des actifs, rester très liquide dans ta SCPI? Alors, la SCPI a vocation à investir dans des actifs immobiliers. Oui. Donc, vendre, garder du cash en attendant, ça n'a pas de logique parce qu'on sort du fondement même d'une SCPI qui est distribuée à un dividende. Par contre, ce qu'on pense faire, et c'est pour ça que c'est dans le pilotage, aujourd'hui on investit au Royaume-Uni. Si demain j'estime que le cycle du Royaume-Uni est saturé, et donc c'est le bon moment pour moi de sortir, bien sûr, je sortirai d'un marché. Et c'est pour ça qu'on évite aussi l'hyperconcentration thématique. Parce que la problématique de la thématique, c'est que, 1, tu es niché dans ton risque, 2, si tu as des gros volumes dans une thématique ou dans une géographie, si tu veux sortir, il te faut plus de temps. Donc l'agilité dans la diversification, c'est de dire, si je veux sortir d'un marché, ça me prend 1 an, ça me prend 6 mois, pour éviter de prendre tout le retour du cycle. Mais ça, effectivement, ça fait partie des codes, j'ai envie de dire, de gestion chez MNK, c'est de dire, dès qu'un marché arrive à maturité, on sort. Tout comme, on a pu le prouver par le passé, que dès qu'un marché commence à ne plus être dans la stratégie d'un fonds, on arrête de collecter sur le fonds. Un fonds, MNK Europe Plus en l'occurrence, qui devait durer 3 ans, parce que c'était le cycle baissier. Et on a arrêté la collecte 1 an avant la fin de durée de collecte, parce que les taux commençaient à monter. Et donc, on pense, en tant que gérant, qu'il faut rester dans des logiques et des codes de gestion. Maintenant, revenons à la SCPI, le marché est saturé, je dois tout liquider, qu'est-ce que je fais du cash? C'est pour ça qu'on a choisi aussi l'ouverture internationale. Parce que si tu restes, tu sais, c'est un peu les poupées russes, c'est à un moment, voilà, il faut créer de l'espace. Et donc, aujourd'hui, on peut investir dans tous les pays de l'OCDE. On voit bien que parfois, il y a des cycles qui sont à contre-courant. Le cycle européen ne fonctionne pas de la même façon que le cycle américain. On voit bien sur les aspects inflationnistes, sur les aspects macroéconomiques. C'est la même chose probablement avec le Japon. Alors, c'est pas la belle vie aujourd'hui au Japon, mais c'est pas parce qu'aujourd'hui c'est pas bien que demain ça ne serait pas. C'est pour cela aussi que l'arbitrage pour nous est important. Mais la logique de l'arbitrage doit aussi aller avec un flux de dimensionnement. Une SCPI qui collecte 400, 500, 600, 700 millions et qui derrière se dit « bon, j'ai déjà du mal à investir en Europe ce montant qui représente une belle part de marché », si derrière je dois rajouter 200 millions d'arbitrage,
ça commence à être un peu plus compliqué. Et c'est ça qui fait que les gérants ou que les autres SCPI ont du mal à arbitrer, c'est parce que je gère déjà un flux de collecte. Et nous, on a pris le pari inverse, c'est de dire, je dimensionne le flux qui rentre, je dimensionne la collecte, très appréciable, pour ne pas avoir de pression. Il y a 2 vecteurs importants dans mon métier, c'est le temps, avant tout, et la pression. Donc si tu mets peu de temps avec beaucoup de pression, ça explose. Si tu mets beaucoup de temps et pas de pression, ça peut être pas bien non plus. Donc il y a un équilibre à trouver entre la pression qu'on met et la durabilité et le temps. Et c'est le vecteur le plus important. Juste une question, une des particularités effectivement de MNK Horizon, si on parle de la SCPI, c'est de s'investir potentiellement partout dans le monde, tu le disais, dans tous les pays de l'OCDE. Ouais. Comment vous couvrez le risque de change ? Le risque de change est couvert pays par pays. Alors aujourd'hui, on a la donc il est couvert, évidemment. On fait des études par rapport au change. Je prends par exemple aujourd'hui un dollar, qui est une monnaie de référence. Okay, on voit bien. Le dollar, entre le moment où on a lancé Reason et aujourd'hui, on est passé de 1,02, voire quasiment la parité, à 1,20 ou 1,19 ce matin, mais monté à 1,2025 hier. Donc on voit bien que les disparités de change peuvent impacter énormément. Donc la décision qui est prise, elle est de hedger le loyer. J'ai un temps long sur le rendement. Et ça, c'est mon risque de gérant. Ça coûte cher, finalement, d'acheter une couverture sur le capital. Donc, je ne vais pas faire porter à un investisseur la couverture sur le capital, parce que moi, je ne veux pas prendre de risque en tant que gérant. Sinon, derrière, je ne le fais pas. En fait, par contre, le loyer, ça, effectivement, ça a du sens. En fait, ce que tu dis, c'est ce qu'on note sur le change, si on regarde 20 ans en arrière, c'est qu'il n'y a pas de dérive sur le change, par exemple, entre l'euro et le dollar. Donc, si je garde mon investissement suffisamment longtemps, je n'ai pas besoin de me hedger sur mon capital. En revanche, à partir du moment où ce que je promets, moi, c'est un rendement régulier, je vais faire une couverture de change sur le loyer. Alors, oui et non, ça dépend, parce que quand on fait nos calculs à l'investissement, on ne va pas prendre le cours spot du jour où on fait l'analyse. Évidemment. On se prend des marges, on fait des stress, jusqu'où je peux accepter une décote, un affaiblissement de la monnaie ou une surperformance de la monnaie, parce que parfois ça joue dans l'autre sens, ou jusqu'où je peux l'accepter, et on voit si historiquement, si on est dans les bornes ou pas. On a nos propres gérants qui analysent, et donc derrière, on va se décider, est-ce qu'on couvre tout, est-ce qu'on couvre pas, est-ce qu'on couvre peu. Est-ce qu'on couvre par excès ou là voilà. Par contre, ce qu'on fait, typiquement, sur Reason, il y a un actif qu'on a acheté en Irlande, le locataire est américain, il paye le loyer en dollars. Là, on n'a pas pris de risque, pourquoi ? Parce qu'on était à la parité, et on s'est dit, jusqu'où ça peut aller ? Donc je préfère me couvrir sur une dévaluation du dollar que de me dire je ne vais pas me couvrir parce qu'il va s'apprécier encore et encore. On était déjà à la parité. Et donc on a bien fait de le faire, parce qu'on est passé de quasiment la parité à 1,20. Aujourd'hui on échange quasiment autour de 1,04, 1,05 le dollar. La réalité qu'il y a derrière, c'est que tant que je suis sur une analyse, aujourd'hui par exemple sur la livre sterling, on va décider de ne pas hedger le loyer parce qu'on est encore dans les bornes acceptables. Et c'est pas parce qu'à l'achat, je n'ai pas pris une couverture que je ne le prends pas courant de vie d'un actif. Donc tout ça est très variable. Par contre, ce que je fais, c'est que dès lors que j'émets une promesse ou dès lors que je me positionne sur un actif, là, effectivement, je vais essayer de fixer mon taux parce que il peut se passer beaucoup de volatilité en 2-3 mois, et surtout au Royaume-Uni, si on prend l'exemple du Royaume-Uni, parfois les acquisitions, c'est sur 1 mois et demi. Donc il peut se passer beaucoup de volatilité en 1 mois et demi qui vont impacter ma performance de début. Et donc c'est là où on prend la décision, ou pas, de faire ce hedge. Là aussi, où quand on va jouer les effets de levier, principalement sur les fonds de private equity immobilier, la dette locale est un hedge naturel à la devise. Quand j'achète en pound, je m'endette en pound, finalement, ça bouge ensemble, ça descend ensemble. Très clair. Dernière question, Stéphane. Tes clients, on en parlait en introduction, chefs d'entreprise, expats, beaucoup d'expats. Expats, des Français. Des Français de l'étranger, oui. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller accompagner les Français à l'étranger ? J'ai trouvé une similitude dans le besoin de l'expatrié qui rentre en France avec le chef d'entreprise qui vend sa boîte. Dans les deux cas, chef d'entreprise qui vend sa boîte, avant il avait une boîte qui lui payait un salaire, puis un jour il se retrouve avec du cash dont il faut qu'il tire un revenu.
L'expat qui rentre après 20-30 ans d'expatriation, quelquefois moins, c'est le même problème. Il avait une boîte qui lui payait un revenu, et puis un jour, il s'aperçoit qu'il a du cash partout où il est passé. Au Japon, à Singapour, à Hong Kong, à Bangkok, à Shanghai, ça tourne les expats. Ils rentrent en France et ils sont un peu comme des lapins en face de phare de voiture. Mais c'est comment je vais tirer un revenu de tout ce cash. Et donc, il faut les aider à structurer, organiser, découper, réorganiser au travers de supports d'investissement. Donc, on a en fait une réflexion en 3 strates. C'est d'un point de vue civil, comment est-ce que vous êtes organisé? C'est quoi votre contrat de mariage? Avec qui vous êtes marié? Sous quelle loi? Est-ce qu'il y a une désignation de la loi applicable qui a été faite? Qu'est-ce qui se passe s'il y en a des deux qui décèdent pendant la période d'expatriation? Enfin, la couverture de tout cet environnement civil. Ensuite, c'est le choix des plateformes. Dans quoi je vais m'investir? C'est-à-dire dans quel pays, sur quel type de support? Est-ce que je veux un compte titre? Est-ce que je veux un contrat d'assurance vie au Luxembourg? Est-ce que j'ai besoin de créer une holding familiale? Est-ce que j'ai des dispositifs fiscaux ou comptables particuliers à prendre? Et c'est finalement, une fois qu'on a fait ces 2 premières études, qu'on choisit dans quoi on va s'investir. Et très souvent, les investisseurs, ils ont une approche différente. Ils ont une approche bottom-up. Ils empilent des couches de produits et finalement, c'est assez peu productif de revenus parce que ça manque d'organisation, il y a des couches de frais substantielles, etc. Et ce qu'on essaye de les encourager à faire, c'est d'avoir une approche plutôt top-down, c'est structurez-vous avant de développer, de déployer votre patrimoine. Et ça, c'est probablement un peu notre signature. Deuxième signature de gestion, c'est d'essayer d'avoir les rendements les plus stables possibles dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nos confrères ou de sociétés de gestion qui vont courir après ce que moi j'appelle de la performance absolue. C'est le fameux plus 22, moins 17. Mais quand on est à la retraite ou quand on est chef d'entreprise et qu'on a vendu sa boîte, on a ces 2, 3, 4, 5 millions d'euros de cash. Et de façon complètement lisse, il faut que je tire 150 ou 200 000 euros de revenus par an. Je n'ai pas le droit de faire une année 400 000 et une année moins 200 000. D'autant que chaque année, je vais ressortir 5% de cash de mon patrimoine. Donc si une année, j'ai fait moins 10, je me retrouve à moins 15 avec ce que j'ai ressorti. Plus jamais je récupérerai le même train de vie. Donc notre particularité, c'est d'essayer d'avoir la performance la plus lisse possible. Et c'est une des raisons pour lesquelles, dans ce cadre, les actifs non cotés, que ce soit du private equity et ou de la SCPI, sont des briques substantielles de ces allocations d'actifs, dont le montant dépend évidemment du patrimoine général, de la sensibilité au risque, du niveau de performance qui est attendu sur mes placements. Mais de toute façon, on va retrouver ces classes d'actifs dans nos allocations d'actifs. Très belle conclusion. Merci Stéphane pour cet échange. Merci de nous suivre sur la chaîne YouTube et à très bientôt pour un prochain épisode de Amenka Talk.